Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur TRI TV pour les informations de ce vendredi 7 mai. Voici les titres. Projet de finances rectificative 2021, les conclusions disponibilisées depuis hier font état de 67% pour les dépenses courantes et 33% pour les dépenses d'investissement. Signature effective de l'aide à mémoire de la 9e mission conjointe de suivi du programme de développement stratégique de l'éducation de base. Vous aurez tous les détails de cette actualité dans cette édition. Et puis Lions Club International District 403 à 3, fin de mandat pour la gouverneure Djeneba Diallo et organisation à cet effet d'un congrès national. Nous en parlerons sur ce plateau avec notre invité, le premier vice-gouverneur du district, Mohamed Kampaouri. Mais avant tout cela, rendons-nous à la primature où le Premier ministre Christophe Dabiré a reçu hier 6 mai l'ambassadeur du Royaume du Danemark en poste au Burkina Faso, Steve Stone Andersen. Entre les deux personnalités, il a été question de coopération bilatérale en général et de façon plus circonscrite du nouveau référentiel de développement en cours d'élaboration par les autorités burkinabées. Écoutez le diplomate danois à sa sortie d'audience. D'abord sur le nouveau référentiel de développement économique et social de Burkina Faso. On est en train de finaliser ça pour les prochains 5 ans. Et c'est tout à fait en cycle avec la nouvelle programmation du Danemark et les cadres stratégiques pour la coopération entre nos deux pays. Et nous sommes en train de finaliser la programmation de notre programme pays, Danemark, Burkina Faso, pour 2021-2025. C'est environ 100 milliards de francs CFA dans un programme bilatéral, en plus les ressources des instruments financiers multilatéraux pour les sociétés civiles, humanitaires, etc. Et tout ça aligné avec les objectifs de Burkina Faso, alors les priorités nationales. Je voudrais souligner les 3 objectifs stratégiques de nouveau référentiel, disons, de notre coopération. Alors premièrement, c'est la bonne gouvernance, c'est-à-dire surtout ciblé vers la collaboration de sécurité, aussi avec le ministère de Sécurité, le ministère de Justice, le système de justice de Burkina Faso, l'appui aux sociétés civiles où nous étions engagés pendant longtemps et nous allons continuer, et les droits des femmes, les droits de l'homme, vraiment. Deuxième objectif, c'est l'adaptation au changement climatique. C'est plus sérieux en Sahel, aussi à Burkina Faso, que dans la plupart du monde. Là, les grands investissements dans le secteur de l'eau, les chires, la gestion intégrée des ressources de l'eau et l'assainissement. Nous vous le disions à l'instant, les dépenses courantes absorbent 67% du budget de finances rectifié contre 33% pour les dépenses d'investissement. C'est l'une des principales conclusions de l'analyse du projet de finances rectificative 2021 faite par le Centre de recherche appliquée en finances publiques. Ces résultats ont été présentés au cours d'une conférence publique organisée ce vendredi 7 mai par le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales et le Centre de recherche appliquée en finances publiques. Maxime Jean-Eudes de Bambara et Sanata Kouanda. Le projet de loi de finances rectificative 2021 au cœur d'une conférence publique. Le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales et le Centre de recherche appliquée en finances publiques, initiateurs de cette conférence, entendent partager aux participants les conclusions de l'analyse citoyenne du budget national appelé budget alternatif. L'intérêt de la tenue de cette conférence publique, c'est d'échanger autour donc, du projet de loi de finances rectificative avec les ministères sectoriels, les parlementaires, mais aussi avec l'ensemble de la société civile et des médias pour leur donner le contenu de ce projet de loi de finances rectificative qui est en discussion actuellement à l'Assemblée nationale et essayer de voir dans quelle mesure on peut interpeller l'Assemblée nationale pour prendre en compte donc, des préoccupations des populations dans l'examen de ce projet de loi de finances rectificative. De l'analyse du contenu de ce projet de loi de finances rectificative 2021, il ressort que les dépenses courantes dépassent les dépenses d'investissement
Mais également, les engagements au niveau de la santé et de l'agriculture ne sont pas respectés. On a remarqué quand même que les dépenses d'investissement sont moindres par rapport aux dépenses courantes. Aussi, nous avons voulu que l'État mette l'accent ou déploie des stratégies innovantes pour recouvrer davantage ou de façon optimale l'impôt sur le patrimoine et alléger donc le bourredin fiscal donc, sur les pauvres. Nous avons aussi vu que les engagements dans certains secteurs comme la santé et l'agriculture, les secteurs ne sont pas respectés. Donc ce que nous avons demandé, c'est qu'on puisse en tout cas rehausser donc, les allocations budgétaires de ces secteurs en vue donc, de respecter ces engagements budgétaires. Mais comment prétendre à un développement véritable si les dépenses de fonctionnement des différents ministères de façon générale dépassent les dépenses d'investissement? Quand on regarde en profondeur, ce n'est pas mauvais, mais nous trouvons que c'est parce que le gouvernement a des ambitions donc, de recouvrement en deçà du potentiel fiscal qui fait que donc 52% des recettes recouvrées ou des recettes à recouvrer iront donc pour financer donc les dépenses de personnel. Aussi, quand on regarde les dépenses courantes, elles absorbent 67% donc du budget rectifié contre 33% donc pour les dépenses d'investissement. Outre les résultats de l'analyse citoyenne, les avis et recommandations des participants ont été recueillis afin de consolider la gouvernance des finances publiques pour le bien-être des populations. Et le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales entend poursuivre le plaidoyer pour la prise en compte des préoccupations des populations. Nous n'aurons pas de cesse d'approcher les autorités au niveau, par exemple, de l'Assemblée nationale ou du gouvernement pour en fait accroître le plaidoyer pour que en fait non seulement le budget soit proposé et soit bien connu par toute la population et qu'on ait beaucoup plus d'efficience dans l'exécution budgétaire. Cette conférence publique s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement du contrôle citoyen des politiques publiques par les organisations de la société civile pour une gouvernance favorable aux populations. Un projet financé par l'Union européenne et l'ONG Oxfam Burkina. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales et l'ambassadrice du Canada au Burkina Faso, chef de file des partenaires techniques et financiers, ont signé hier 6 mai l'aide à mémoire de la 9e mission conjointe de suivi du programme de développement stratégique de l'éducation de base à PDCEB. Yacine Savadogo pour les détails. Dans le cadre du développement de l'éducation au Burkina Faso, des programmes ont été établis. Pour passer en revue ces programmes, des rencontres sont organisées chaque année avec la communauté éducative afin de faire le point sur la mise en œuvre, mais aussi de dégager des perspectives. Les recommandations issues de ces rencontres ont été rassemblées dans un document intitulé « Aide-mémoire de la 9e mission conjointe du programme de développement stratégique de l'éducation de base ». C'est cette aide-mémoire de la 9e mission conjointe qui a fait l'objet de signatures entre le ministre de l'Éducation nationale et l'ambassadrice du Canada au Burkina Faso. C'est un document de référence qui nous permet donc de suivre au fur et à mesure l'état de la mise en œuvre des recommandations qui ont été issues de cette mission conjointe et de travailler sur un certain nombre de secteurs que nous avons donc dégagés comme pertinents. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes là avec donc Madame la chef de file des partenaires techniques et financiers pour donc signer l'aide-mémoire de la 9e mission conjointe de suivi. Et cette aide-mémoire va nous permettre avec les partenaires de suivre au fur et à mesure l'état donc de mise en œuvre aussi bien du plan d'action 2021, mais aussi les recommandations et résolutions issues de cette mission conjointe, afin qu'en 2022, on puisse apprécier aussi l'état de mise en œuvre. Toute chose qui a pour objectif fondamental d'améliorer l'accès, l'équité, l'inclusion et la qualité de notre système éducatif. L'ambassadrice du Canada au Burkina Faso, par ailleurs chef de file des partenaires techniques et financiers, a salué le ministère de l'Éducation nationale pour le travail abattu sur le terrain. Bien sûr, ils ont fait un travail extraordinaire malgré des défis
très présents, sécuritaires et sanitaires pour continuer à s'assurer que les enfants du Burkina Faso ont accès à une éducation de qualité. Mais bien sûr, on constate à cause de ces crises qu'il y a toujours un travail important à faire. Donc moi, je suis ici ce matin pour dire que le Canada et bien sûr nos autres partenaires techniques et financiers importants, que nous sommes là pour accompagner, pour aider et pour s'assurer qu'on continue à faire un chemin vers l'avant pour les enfants et la jeunesse du Burkina Faso. Cette 9e mission conjointe se tient à la veille de la fin du programme de développement stratégique de l'éducation de base PDCEB et à mi-chemin de l'élaboration du nouveau référentiel, à savoir le plan stratégique de développement de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire PSDEPS. Fin de mandat pour Djeneba Diallo, gouverneur du district 403 à 3 du Lions Club Burkina. Un congrès national est prévu demain 8 mai à Ouagadougou pour marquer l'événement. Le bilan des activités du district dans le pays sera également fait. Le thème qui accompagne ce congrès national est recrutement et maintien de l'effectif féminin, défis et opportunités. Marie Ango et Adam Skaled Ouedraogo. Présent au Burkina Faso depuis plus de 50 ans et devenu district pays depuis 3 ans, le Lions Club International District 403 A3 est un bataillon d'hommes et de femmes bénévoles, convaincus et déterminés, œuvrant pour les couches les plus vulnérables. Avec pour devise, dans l'amitié avec innovation, développons la culture du partage, le Lions Club Burkina intervient entre autres dans les domaines de la santé, de l'environnement et de la lutte contre la faim. Activités pour lesquelles il ne ménage aucun effort pour venir dignement en aide aux personnes dans le besoin. Installé au Burkina depuis 1968, le Lions Club International compte un peu plus de 50 clubs et des centaines de membres. Ce 3e congrès annuel sera donc l'occasion de faire un bilan plus exhaustif des activités menées au cours de l'année écoulée dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19 et surtout de définir de nouveaux chantiers pour le nouveau gouverneur et son équipe qui seront installés au cours de ce congrès. Rappelons que le Lions Club International est la plus grande organisation de clubs services dans le monde avec 1,4 million de membres et 46 000 clubs répartis dans plus de 200 pays à travers le monde. Et puis nous restons avec ce club service qui est l'une des plus importantes organisations de clubs philanthropiques du monde. Il est présent au Burkina Faso depuis plus d'une 50aine d'années. Nous vous proposons de vous familiariser avec ce mouvement à travers un échange sur ce plateau avec Mohamed Compaoré. Il est le vice-président, le vice-gouverneur du district 403 à 3. Bonsoir Mohamed Compaoré. Oui, bonsoir madame et merci de me recevoir. C'est nous qui vous remercions. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de membres qu'a le Lions Club International et reparti dans combien de clubs? Merci. Le Lions Club International est une association internationale à l'échelle mondiale. Nous comptabilisons plus de 48 000 clubs qui sont répartis dans plus de 200 pays à travers le monde. Et en termes de nombre de membres, les Lions sont comptés à plus d'1 400 000 membres à travers le monde. Au Burkina Faso, nous sommes 55 clubs actifs. Et j'insiste sur le mot actif parce qu'il y a des statuts qui sont attribués aux clubs. Alors, 55 clubs actifs avec 1544 membres. Et les clubs sont répartis sur l'ensemble du territoire. Et vous avez des clubs à Ouaga, à Banfora, à Bobo, à Koudougou, à Dédougou et à Ouiguia. Est-ce qu'on doit comprendre par club, s'il existe des clubs actifs, c'est que par ricochet on a des clubs inactifs? Non? Oui, on peut avoir ces statuts. Oui. Heureusement, ce n'est pas un statut courant au Burkina. Et les clubs au Burkina se portent généralement bien, parce que le Burkina a des leaders lions très engagés. Et il se peut, comme dans toute association, que certains clubs soient faibles ou connaissent des difficultés passagères. Mais on finit toujours par trouver de bonnes solutions pour réactiver les clubs. D'accord. Alors, en juillet 2018, si je ne m'abuse, vous me corrigez si ce n'est pas le cas, vous êtes passé district-pays. C'est bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par district-pays et surtout, qu'est-ce que cela change dans le service vis-à-vis des communautés? Ok, cela me donne l'occasion de parler un tout petit peu de l'organisation du Lions Club International. C'est une association qui est très bien structurée et vous avez à la base les clubs.
Les clubs constituent les fondations de la pyramide. Et les clubs sont regroupés par zone. 4 clubs font une zone. Les zones sont regroupées par région. Mais les 4 clubs, c'est obligé qu'ils soient dans la même ville pour constituer la zone. Maintenant, c'est plus facile parce que le président de zone a l'obligation de visiter les clubs. Donc, pour des questions pratiques, il est souhaitable que ces clubs soient dans la même ville. Mais par le passé, nous avons eu des zones qui couvraient plusieurs pays. Le Burkina était une zone avec le Niger, par exemple. Et la région, c'était le Burkina, le Niger et le Mali, par le passé. Okay. Donc, 4 clubs qui constituent une zone. Et 2 zones constituent une région. Et maintenant, il faut 35 clubs et 1250 membres pour former un district. D'accord. Et donc, c'est immense quand même. Hein? Ça fait beaucoup de clubs. Qu'est-ce que cela change en termes donc, de services rendus? Vous êtes un club service, c'est du bénévolat. Donc, qu'est-ce que cela change dans le comportement même du Lions Club? Cela a plusieurs avantages. Et je vais commencer par le leadership. Et les Lions tiennent à la formation de ses membres. Et lorsque vous êtes district pays, vous avez plus d'opportunités de formation. Vous avez la possibilité de demander l'organisation des instituts Lyon dans votre district pays. Et il y a l'Institut des responsables Lyon. Et il y a plusieurs instituts qui existent. Et cet avantage est très important pour que l'on forme des leaders Lyon et qui vont contribuer à la vie de l'association dans notre district. L'autre avantage, vous l'avez dit, l'essence même du Lions Club, c'est le service. Nous existons pour servir. Alors, lorsqu'on est district pays, on a la possibilité d'avoir plusieurs subventions. Et les subventions sont plafonnées dans l'année par district. Bon, imaginez-vous si vous avez plusieurs pays dans un district, il y aura des subventions, peut-être pas plus d'une par pays. Mais lorsque le pays est district, le nombre de subventions prévues dans l'année peut être octroyé à ces pays, ce qui constitue un gros avantage pour nos bénéficiaires et pour les populations. Et on a à peu près combien de districts? Nous en avons plusieurs. Et déjà, je vais prendre notre ère constitutionnelle. J'avais présenté l'organisation jusqu'au niveau du district. Au-dessus du district, vous avez le district multiple. Le district multiple est constitué de plusieurs districts. Et nous sommes dans le district multiple 403. Dans ces districts multiples, vous avez le district 403A1, le district 403A2, le district 403A3, qui est le Burkina Faso, et le district 403A4. Donc, vous pouvez avoir plusieurs districts. D'accord, c'est vraiment éclaté, quoi. Alors, demain, 8 mai, il y a le congrès national, un congrès national que vous prévoyez. C'est la fin, cela va marquer la fin du mandat de la gouverneure Diallo. Et vous allez profiter pour faire un bilan de ce mandat-là. Déjà, le mandat du gouverneur dure combien de temps, combien d'années? Le mandat du gouverneur dure 1 an. Demain, c'est le congrès, effectivement. Et ce congrès correspond à l'Assemblée générale, et si nous voulons faire une comparaison. Donc, c'est l'Assemblée générale des Lions du Burkina Faso. Ça ne correspond pas tout à fait à la fin du mandat du gouverneur. Et ce congrès va nous permettre de faire le point des activités sur 3 trimestres. Le dernier trimestre permettra au gouverneur de gérer la fin de son mandat, de faire des ajustements, de finir son mandat de façon vraiment victorieuse. Il faut un grand succès généralement, et c'est ce pourquoi nous nous engageons. Donc demain, nous allons faire le point des activités, mais avant le congrès... 3 mois. Non, sur 3 trimestres. Sur 3 trimestres, d'accord. Oui. Mais généralement, avant le congrès, le gouverneur organise sa réunion de cabinet pour préparer le congrès. Et à l'occasion de la réunion de cabinet, il y a des officiels qui font déjà une présentation de leur activité. Et c'est essentiellement les PZ. Mais avant les PZ, on permet aux... Les PZ, ce sont les présidents de zone. On permet au cabinet restreint du gouverneur de présenter les rapports. Donc, ces personnes qui sont des officiels du district, très proches du gouverneur, présentent 2 fois, à la réunion de cabinet et au congrès. Donc maintenant, arrivé au congrès, nous allons avoir une présentation des rapports des présidents de commission. Et les présidents de commission vont nous dire sur les 3 trimestres, qu'est-ce qu'ils ont pu faire au titre de leur commission. Et après, les présidents de commission
nous allons avoir la présentation des rapports des présidents de région. Et après cela, le secrétaire du district va présenter son rapport. Et après le secrétaire du district, le trésorier du district fera le bilan financier et ça finira par un rapport moral et financier du gouverneur, Djeneba Diallo. Et on profite généralement de ce congrès pour faire les élections. Parce que le Lions Club, c'est la démocratie parfaite. Le mandat ne dure pas plus d'1 an. Et chaque année, il faut élire les officiels. Mais compte tenu du contexte spécifique sanitaire qui est connu, et pour parler de l'impact Covid, nous avons organisé les élections par anticipation. Et les élections ont été faites, les votes ont été organisés en ligne. Et demain, nous allons avoir la proclamation officielle des résultats. Et après cette proclamation officielle des résultats, il y aura une cérémonie d'investiture du gouverneur élu. D'accord. Donc, c'est effectivement un gros événement pour demain. C'est vraiment beaucoup d'activités dans un seul événement. Alors, est-ce qu'on peut avoir, nous on va devancer un peu l'iguane dans l'eau, on aimerait quand même avoir un petit bilan, un petit aperçu des activités qui ont été menées au cours donc, du mandat de la gouverneure Diallo. Au Burkina, spécifiquement au Burkina, qu'est-ce que le Lions Club a fait? On se doute bien qu'avec le Covid-19, ça n'a pas dû être facile, mais voilà quelques activités quand même qui ont été menées. Oui, mais pourtant il y a eu beaucoup d'activités, malgré le contexte Covid. Le gouverneur Djeneba Diallo a pu s'organiser et elle a été fortement soutenue par son équipe. Donc pour vous parler des activités réalisées, je voudrais le faire par domaine d'activité. Mais avant d'arriver aux activités de service, je voudrais parler de l'effectif. Parce que la croissance... On va juste piocher quelques œuvres. D'accord, voilà, ok. Il y a encore quelques questions et on est limité par le temps. Alors, on va s'en tenir aux œuvres. Pendant ce mandat, nous avons eu beaucoup d'actions au titre de la protection de l'environnement. Il y a eu des plantations d'arbres, il y a eu des campagnes de sensibilisation. Au-delà de la protection de l'environnement, nous avons eu une action d'envergure dans le domaine de la lutte contre le diabète. Et sur toute une semaine, le gouverneur Djeneba Diallo et son équipe ont organisé des campagnes de sensibilisation, des dépistages et également des campagnes pour motiver, au-delà des lions, les populations à s'intéresser aux activités physiques et qui permettent de prévenir aussi le diabète. Et si je quitte le domaine du diabète, pour parler des œuvres d'importance, le gouverneur Djeneba Diallo a pu obtenir une subvention de la Fondation internationale du Lions Club pour l'extension du service d'oncologie, c'est le service pédiatrique du centre hospitalier national Yalgado Ouedraogo. C'est une œuvre qui s'échiffre à peu près à 300 millions de francs CFA. Donc voilà, je peux m'en tenir à ces œuvres. Sinon, il y a eu beaucoup d'autres, notamment dans le domaine de la lutte contre la faim. Le gouverneur Djeneba Diallo a pu réunir des collectes de dons de vivres et qui sont venus en appui aux actions de CONASUR et beaucoup d'autres structures qui participent aux côtés de l'État à lutter contre la faim. D'où donc quelque part votre slogan servir. C'est bien cela. Alors, on a en début d'édition, j'ai donné le thème pour le congrès national donc, qui se dessine pour demain. Mais je souhaiterais que vous le repreniez, ce thème, parce que venant de vous, ça aura certainement plus de poids. Et puis, que vous nous donnez un peu, pourquoi le choix d'un tel thème? Les Lions du Burkina s'intéressent particulièrement au leadership féminin. Et on le dit assez couramment que ce que femme veut, Dieu le veut. Et c'est pour dire que les femmes sont très sérieuses dans tout ce qu'elles entreprennent. Et elles le font avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup d'amour. Et elles arrivent à réussir. D'ailleurs, à l'image du gouverneur Djeneba Diallo, je vous ai dit que son bilan était largement positif, aussi bien en ce qui concerne la croissance de l'effectif que dans le domaine des œuvres sociales. Et nous avons cité quelques œuvres sociales. Donc nous voulons encourager le recrutement des femmes dans notre association. Donc le thème porte sur le recrutement féminin. Mais il ne s'arrête pas au recrutement féminin, il s'intéresse aussi au maintien de l'effectif féminin.
parce que nous avons déjà plus de 300 femmes qui sont membres de notre association. Ces 300 femmes, il faut pouvoir les maintenir, les inciter à s'intéresser au leadership, à assumer des responsabilités au sein de notre association. Et c'est pour cela que le thème a été formulé « Recrutement et maintien de l'effectif féminin, défis et opportunités ». D'accord, ben voilà qui est bien clair. Merci à vous, Mohamed Compaoré, pour toutes ces informations. Alors, en rappel, vous êtes le premier vice-gouverneur du Lions Club District 403 à 3. C'est bien cela? C'est bien cela. C'est nous qui vous remercions de nous avoir donné l'occasion de présenter notre association et ses activités. Ben, bon retour, et puis on espère vraiment que l'événement de demain se passera sans couac. Je vous en remercie. Vous restez avec nous donc pour la suite de ce JT. Le Conseil national de sécurité alimentaire a tenu sa 12e session ordinaire ce 7 mai 2021 à Ouagadougou, une session qui coïncide avec le 15e anniversaire de la création du Conseil. Ce double événement a été l'occasion de faire le bilan des actions en faveur de l'atteinte de la sécurité alimentaire au Burkina Faso et de dégager des perspectives relatives aux nouveaux défis que sont les crises sécuritaires et sanitaires. Abdoulaye Magnéni. Session de l'Assemblée générale. Il ressort des échanges que des défis restent à relever pour faire face à des crises alimentaires au Burkina Faso. Nous devons mettre en œuvre la charte d'intervention parce qu'il ne faut pas que cette charte d'intervention va permettre à ce que nous évitions les doubles emplois, que chacun puisse vraiment s'aligner dans ce cadre. Également, il y a un travail qui va être fait pour remettre les indicateurs du Conseil national de sécurité alimentaire à niveau. Parce que ces indicateurs vont permettre à ce que nous puissions déclencher le dispositif d'intervention. Et parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que ces indicateurs font que le déclenchement est lent. Donc ce qui veut dire qu'il faut qu'on revoie ces indicateurs pour que rapidement nous puissions les déclencher. Pour cette session, le thème retenu vise à rechercher des moyens d'adaptation aux nouvelles formes de vulnérabilité telles l'insécurité et le Covid-19. Des engagements ont donc été pris en vue de conformer le Conseil national de sécurité alimentaire à ce nouveau contexte. Notamment parce que nous avons vu que les textes du Conseil national de sécurité alimentaire, quand même, c'est des textes qu'il faut revoir pour les adapter à la situation actuelle. Vous savez que nous sommes il y a la situation d'insécurité, la situation de la pandémie de la Covid-19. Donc il faut également l'adapter. Nous avons vu aussi qu'il y avait des problèmes de fonctionnalité au niveau local, notamment au niveau des régions et au niveau des provinces. Donc ce qui fait qu'il y a des lieux que nous puissions travailler à ce que redynamiser ces cadres-là. Parce que nous avons vu avec cette situation actuelle que la gestion des crises doit se faire également au niveau des régions, au niveau des provinces. Donc cela nous a amené aussi à prendre cette décision. Les acteurs se sont réjouis des acquis engrangés par le Conseil national de sécurité alimentaire au cours des 15 dernières années. Il s'agit de la mise en place régulière du plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables. Pour cette année, ce sont 126 milliards de francs CFA qui sont prévus pour faire face à la crise alimentaire. 28 nouveaux agents de santé et agents administratifs renforcent les effectifs du personnel du centre hospitalier universitaire pédiatrique à Charles de Gaulle à Ouagadougou. Ce 7 mai, ils ont tous été accueillis par la première responsable de l'hôpital et ses collaborateurs. C'était au cours d'une cérémonie de bienvenue tenue au sein de l'administration du dit établissement de santé. Reportage de Fatimata Nikema et Barakissa Rabdou. Le centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle renforce ses capacités en matière de ressources humaines. Ils sont 28 nouveaux agents qui ont intégré ce centre de santé pour enfants et son administration. Leur mission, porter haut l'image du CHU pédiatrique Charles de Gaulle en exécutant convenablement leurs obligations, à en croire la directrice générale du CHU pédiatrique Charles de Gaulle. Il y a des médecins spécialistes, il y a des pharmaciens, il y a des internes, il y a des infirmiers et il y a du personnel administratif. Donc ils sont dans tous les services. Nous comptons sur eux, avec les anciens bien sûr, pour que nous puissions
assurer une prise en charge efficace de tout enfant malade qui est référé à Charles de Gaulle. L'arrivée de ces nouveaux agents a permis l'ouverture d'une unité de soins pulmonaires, chose qui nécessite de nouveaux réaménagements au sein de l'hôpital afin de permettre aux internes d'avoir des dortoirs. Cette cérémonie d'accueil a donc servi de cadre pour le représentant des nouveaux agents de formuler des doléances à l'endroit de la directrice générale. Vous savez que ces nouvelles données qu'il faut intégrer. Et ces internes des hôpitaux sont censés travailler à l'intérieur de l'hôpital, dormir à l'intérieur de l'hôpital. Ce n'était pas prévu. Donc ces doléances, on a demandé à ce qu'il y ait un local où ils puissent dormir et travailler jour et nuit à l'intérieur de l'hôpital. Et il y a également le point important qui ne relève pas du CHU pédiatrique Charles de Gaulle, mais nous avons demandé l'accompagnement de Madame la directrice pour la gestion des carrières des agents. Ces personnes qui sont venues enrichir le nombre du personnel de ce centre de santé ont traduit toute leur reconnaissance à leurs premières responsables ainsi qu'à tous ses collaborateurs. Elles promettent donner le meilleur d'elles-mêmes pour faire de la pédiatrie Charles de Gaulle un centre de santé de renommée internationale. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie de Assami Thiemtouré et de ses invités. Il faut retenir que le Sport 3 de ce soir rend hommage à Francis Ducreux, décédé le 1er mai à Ouagadougou. Bonne suite sur nos antennes. À demain. Bonsoir.